et pour le peuple. Dès lors, ce n'est pas vous l'enjeu, Monsieur le Premier ministre, c'est la France. Chers collègues, censurer aujourd'hui, c'est exprimer notre attachement viscéral à la démocratie. C'est sauver la République du fanatisme de ceux qui prétendent aimer la France tout en la mettant sous tutelle. C'est dire à nos concitoyens que leur voix, elle compte encore, qu'ils peuvent être respectés et qu'en ce lieu, la conscience républicaine n'est pas morte. Monsieur le Premier ministre, comme moine soldat de Monsieur Macron, vous avez participé pendant 8 ans au saccage de notre économie. Il n'y a jamais eu autant d'entreprises qui ferment. Les salaires, les investissements productifs chutent. Les souverainetés industrielles et alimentaires sont en très grave danger. Les fins de mois des Français deviennent insoutenables. Vous avez dévasté l'économie du pays. Et votre budget, que vous dites sérieux, fiable, va amplifier le désastre. Les instituts économiques le prédisent, ce budget nous fera terminer l'année avec les pires résultats économiques des puissances européennes. 30 milliards de nouvelles coupes budgétaires et évidemment un très grave effet récessif. Par la baisse du pouvoir d'achat de toutes les classes populaires, ce sera un saccage pour les centaines de milliers d'auto-entrepreneurs qui devront désormais payer la TVA. Un saccage pour les TPE du bâtiment qui subiront de plein fouet la nouvelle baisse des aides à la rénovation énergétique des logements et tant d'autres. Les agriculteurs qui subissent les traités de libre-échange, boulangers, bouchers face à la hausse des factures d'énergie. Votre politique dévaste la production et des millions de petites entreprises. Tous les budgets qui font l'unité de notre nation seront amputés. Ceux du logement, l'aide alimentaire ou encore le budget des Outre-mer avec une baisse de 200 millions d'euros. Ce sera aussi un saccage de notre planète et de notre santé. Vous amputez de 84% le budget dédié à la sortie des pesticides et dans le même temps, les gens qui souffrent de cancers liés à ces pesticides, eh bien, ils devront payer encore bien plus cher pour se soigner. Votre budget relève d'une forme de dévotion, une dévotion cruelle, une dévotion au marché financier et à la dette qui ne peut pas finir autrement qu'en saccage. Alors je le dis à tous ceux qui ont été élus pour rompre avec le macronisme, ce saccage budgétaire aura lieu si nous ne censurons pas. 149.3, certes, mais le moine soldat empruntera bien d'autres chemins pour réussir sa mission, à commencer par les ordonnances. J'en viens maintenant au cœur du débat de ces derniers jours, la réforme des retraites et son devenir. Ne nous y trompons pas, mes chers collègues, si ce gouvernement demeure, il poursuivra la démolition de notre système par répartition, car la suspension annoncée n'est qu'un leurre, une tromperie, un subterfuge. Au mieux, un très bref report glissé par un amendement budgétaire dont rien ne garantit la présence dans le texte final. Et même s'il s'y trouvait, cet amendement confirmera, actera la retraite à 64 ans. Cet amendement sera payé très très cher par les retraités. La baisse des pensions de 17 millions de retraités de 300 € en moyenne par an. Et cet amendement sera noyé dans un budget de destruction de la protection sociale. Entendez bien, doublement des franchises médicales, baisse des allocations de 13 millions de familles, de plus d'1 million de personnes en situation de handicap, baisse des APL de 300 000 étudiants. Et pour faire passer cet amendement de petit décalage de la réforme des retraites, collègues socialistes, il faudra voter tout le budget de sécurité sociale. Voter, par exemple, la remise en cause de l'aide médicale d'État.
Et ça, vous ne le pouvez pas et vous le savez. Enfin, cette grâce de Monsieur Lecornu rouvrira la voie à la retraite par capitalisation par la conférence sociale. Alors vraiment, si cette pseudo-suspension des retraites est une victoire, c'est bien pour le président et pour tous ceux qui le soutiennent. Mais vous tous, qui avez été élus pour abroger la réforme des retraites, allez-vous vraiment vous laisser abuser par cette aumône en trompe-l'œil? Chers collègues, il n'y a que deux options ce matin, continuer le macronisme et le néolibéralisme ou bien rompre avec eux. Les Français ne veulent plus du chaos des marchés, ils veulent un État qui protège. Ils veulent la sécurité, celle du quotidien, pas celle qui fait de l'étranger un bouc émissaire. Ils veulent un travail qui permet de vivre, un médecin à moins de 30 minutes, une école qui n'abandonne aucun enfant. Ils veulent que la République reprenne la main, que les besoins humains l'emportent sur ceux de la finance. Ils veulent la souveraineté populaire face aux féodalités économiques. Alors, arrêtons maintenant de liquider les ressources du pays pour enrichir la finance. Le monde change, c'est maintenant qu'il faut investir des dizaines de milliards d'euros dans la relance écologique et sociale. Maintenant qu'il faut transformer notre production. Maintenant qu'il faut censurer. Censure. Retourne aux urnes. C'est le seul espoir d'un souffle nouveau, le seul espoir de régénérer notre contrat social. Voilà le sens profond du vote de 2024 et du programme de rupture du nouveau Front populaire, grâce auquel nous avons été élus et grâce auquel nous avons gagné. Enfin, je veux dire aux millions de gens, aux travailleuses, travailleurs, qui ont combattu la réforme des retraites en faisant grève et en manifestant. Oui, c'est grâce à vous et seulement vous si la volonté d'abroger la réforme des retraites reste aussi majoritaire dans l'Assemblée nationale et dans le pays. Et à vous tous qui avez fait grève et avez manifesté, je vous dis, ne vous trahirons pas, nous continuerons le combat et nous censurerons. Respectons le mandat de nos électeurs, pensons à l'espoir que nous avons soulevé. Il est des moments où l'attentisme devient de la lâcheté et nous y sommes. Jean Jaurès disait « Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel ». Je m'adresse ici à tous ceux qui se disent héritiers de Jean Jaurès. Montrez ce courage et censurez. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à présent à Madame Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement national. Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente, chers collègues, le général de Gaulle, pour désigner le règne des partis, avait une formule, le régime de malheur. En disant cela, le général croyait décrire le passé, celui de la 4e République. Il se voulait historien. Pour le plus grand malheur de la France et des Français, vous en avez fait un prophète. Car ce régime de malheur, c'est précisément la situation politique à laquelle nous faisons face aujourd'hui, du fait de la piteuse coalition des partis du système qui se relaient à la tête de l'État depuis 50 ans et n'ont aujourd'hui qu'un seul but, durer, se maintenir quelques semaines de plus au détriment du peuple et de la nation. Ce régime de malheur, toutes les institutions de la Ve République avaient été conçues pour le rendre impossible. Mais à force d'ententes électorales et d'accords de couloir, vous avez réussi à transformer notre loi fondamentale en étouffoir de la démocratie. Ce dévoiement de nos institutions a atteint aujourd'hui un paroxysme. Les Français ne comptent même plus les motions de censure déposées, débattues et votées depuis la réélection d'Emmanuel Macron en 2022.
Et ils ne savent même plus qui siège au gouvernement, qui leur en voudrait, puisque la durée des ministres se compte aujourd'hui, parfois non plus en mois, non plus en années, mais en heures. Ce spectacle pathétique est un poison pour notre démocratie, car il exaspère nos compatriotes et les détourne du goût de l'action publique. Or, une démocratie ne vit que par l'énergie et par l'engagement des citoyens. J'espère donc que le théâtre des manœuvres auxquelles se sont livrés tous les partis du système depuis plus d'1 an n'aura pas gravé dans le marbre pour des millions de Français un profond dégoût pour l'action politique. Mais venons-en aux faits. La représentation nationale est aujourd'hui réunie pour décider si votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, doit être censuré au regard de votre projet de budget. Je dis votre budget, pardon, j'aurais peut-être dû dire le budget de M. Bayrou ou le budget de Bercy, car ce budget n'est tellement pas le vôtre qu'il n'intègre même pas la promesse que vous aviez faite au Parti socialiste de suspendre la réforme des retraites imposée au 49.3 par Elisabeth Borne. C'est même pire, la trajectoire de la réforme Borne est incluse dans votre projet de texte. J'y reviendrai. Ce budget donc est un véritable musée de toutes les horreurs coincées depuis des années dans les tiroirs de Bercy. Ce n'est pas une année blanche, mais une année noire pour les Français, et en particulier pour ceux qui travaillent et paient des impôts. Il y a d'abord la poursuite du matraquage fiscal, 19 milliards d'impôts supplémentaires, dont 10 pour le seul impôt sur le revenu, par le pas du gel du barème qui, il y a moins d'1 an, vous faisait pousser d'ailleurs des cris d'orfraie. Vous allez faire entrer 200 000 foyers de la classe moyenne dans l'impôt sur le revenu. Sans doute une récompense pour la France qui bosse, alors que notre taux d'activité est l'un des plus bas en Europe. Il y a ensuite la poursuite de la gabegie des dépenses publiques, 28 milliards de dépenses supplémentaires, au-delà de l'inflation, aucun effort sur le train de vie des administrations, aucun effort de rationalisation du maquis des agences et organismes divers qui coûtent des dizaines de milliards par an. Il y a également l'absence totale d'efforts sur l'immigration, l'absence totale d'action pour faire baisser ne serait-ce que d'1 euro les milliards que nous coûte chaque année l'aide médicale d'État et le dispositif fou des visas pour soins qui bat chaque année tous les records. Enfin, et c'est sans doute le pire, il y a aussi des mesures d'indécence sociale. Je pense à la fiscalisation des emplois étudiants, mais aussi et surtout à la fiscalisation des indemnités versées par la sécurité sociale en cas de maladie de longue durée. Nous avions déjà eu la hausse des franchises médicales, le déremboursement des médicaments et de pansements, mais aujourd'hui c'est aux plus vulnérables, à ceux qui sont éloignés de l'emploi et parfois réduits à la solitude, que vous entendez faire payer la note de vos lâchetés et de vos renoncements. Monsieur le Premier ministre, je ne veux pas ajouter au débat politique déjà marqué par le règne de la médiocrité et des effets de manche inutiles la moindre pierre, mais quand même, sérieusement, comment voulez-vous faire accepter aux Français une année de plus, après des décennies de course à l'abîme, qu'on les spolie encore de leurs droits sociaux par incapacité à toucher à ceux que nous avons octroyés de manière totalement irrationnelle à la terre entière? Comment pouvez-vous imaginer que le pays le plus fiscalisé, le plus socialisé au monde ne vous sanctionne pas, ne vous rejette pas, en voyant chaque année s'allonger la liste des injustices et des spoliations, toujours au détriment des Français les plus faibles, jamais au détriment de l'immigration massive et incontrôlée qui mine nos comptes sociaux et rend nos rues chaque année de plus en plus violentes? Tout cela vient alimenter un climat de division et de ressentiment. Tout cela vient aggraver la situation déjà gravissime de nos finances publiques après 8 ans de quoi qu'il en coûte macroniste, sous l'œil effaré des marchés financiers qui nous prêtent des fonds, mais aussi des contribuables, ménages et entreprises qui devront payer la note fiscale de ce champ de ruines budgétaires. Voilà pourquoi, Monsieur le Premier ministre, nous voterons sans hésiter la censure de votre gouvernement. Tout simplement parce que ce budget n'est pas un budget, c'est-à-dire la somme de choix politiques. Ce budget est l'acte ultime, nous l'espérons, d'un système politique à bout de souffle, à bout d'idées, et qui n'aura rien produit d'autre qu'un pays à bout de force, à force de saignée fiscale et de brutalisation sociale. Il n'y a qu'à observer. Pour s'en convaincre,
les statistiques publiques, les faillites d'entreprises et en particulier de TPE et PME battent tous les records depuis des décennies. Le taux de pauvreté, les difficultés d'accès aux soins médicaux ou au logement explosent. Et l'immigration, je l'ai déjà rappelé, est elle aussi, comme notre dette publique, hors de contrôle. Tel est l'état de la France que nous laisse Emmanuel Macron. Tel est le pays que nous devrons redresser, car tôt ou tard, c'est au Rassemblement national que reviendra cette mission et nous la mènerons à bien. Mais ce que je viens de rappeler, Monsieur le Premier ministre, ce sont des évidences. Je crois et même j'espère ne rien vous avoir appris en disant tout cela. Et c'est sans doute ce qu'il y a de plus lamentable dans la situation politique que nous traversons. Les maux de la France sont parfaitement connus, sauf peut-être d'un carteron de gauchistes enfermés dans le déni du réel. Les remèdes aussi sont connus. Il ne manque qu'une chose, le courage de les mettre en œuvre. Mais quand la classe politique fait le choix collectif du déni du réel pour préserver ses petits intérêts, rien n'est possible. C'est précisément cela que nous vivons aujourd'hui. Tout a révélé au cours des derniers jours que votre seul objectif était d'éviter de nouvelles élections, de contourner le peuple, de le réduire au silence, de l'invisibiliser. En déposant ce budget, vous assumez de vous couper un membre, en renonçant à la seule véritable réforme qu'Emmanuel Macron ait conduite, celle des retraites. Une réforme pour laquelle, soit dit en passant, vous aviez mis le pays à feu et à sang avant d'y renoncer 18 mois plus tard pour un fauteuil passablement élimé. L'Assemblée nationale va voter dans quelques instants 2 motions de censure. Et si une majorité de députés veulent votre départ, l'insondable sottise des postures des uns et des autres pourrait vous sauver. Si LFI refuse de voter notre motion et les quelques LR convaincus par la censure, celle déposée par LFI, ils condamneraient ainsi par leur sectarisme et leur égoïsme le plus stupide et obtus les Français à subir votre budget de malheur. Après votre accord avec Jean-Luc Mélenchon au second tour des législatives, c'est aujourd'hui donc à Olivier Faure que vous devrez peut-être votre maintien temporaire aux affaires. Un dirigeant visionnaire qui jusqu'à hier ne savait même pas par quel véhicule juridique allait être suspendu, puisque c'est là l'objet de l'accord de la honte conclu par les socialistes, la réforme des retraites d'Elisabeth Borne. Cet accord, après de multiples rencontres entre vous, les alliés de M. Faure apprécieront, n'est pas seulement honteux, il est placé sous le signe de la tromperie et de la malhonnêteté, car rien ne nous dit que cet amendement suspendant la réforme Borne survive à un rejet du PLFSS, à une réécriture par le Sénat, au passage au CMP, à une possible censure du Conseil constitutionnel en tant que cavalier budgétaire, voire à sa disparition en cas de budget par ordonnance. Oh, vous aurez alors beau jeu de vous cacher derrière sa censure, puisque c'est un sport national en Macronie. C'est ainsi que vous avez laissé votre loi sur l'immigration être vidée de sa substance l'an dernier, ce qui avait comblé d'aise, paraît-il, Emmanuel Macron lui-même. Mais il y a encore mieux que les mesquines trahisons habituelles, il faut bien l'avouer, des socialistes, qui se retrouvent à cautionner la brutalisation sociale des plus faibles et le gel une année de plus du point d'indice de la fonction publique. Il y a donc mieux, il y a M. Wauquiez, il y a LR. Après avoir fait campagne pendant des mois sur son refus de se dissoudre dans le macronisme, M. Wauquiez donc a enfin clarifié sa position, c'est parce qu'il préférait en réalité se dissoudre dans le socialisme. Et soutenir d'un même geste la suspension de la réforme Borne et la désindexation des retraites. Merci M. Wauquiez pour cette clarification bienvenue, vos électeurs apprécieront. Voilà donc le visage, Monsieur le Premier ministre, de ceux qui vous permettront aujourd'hui peut-être de durer quelques semaines de plus. Tous ces partis unis par la terreur de l'élection, à tel point qu'ils en ont oublié qu'ils devaient, dit notre Constitution, concourir à l'expression du suffrage. Désormais, ils sont tous d'accord pour concourir à éviter la tenue d'élections. Et par pudeur, je n'évoquerai pas les déclarations de vos propres alliés, entre Édouard Philippe, qui appelle à la démission du président de la République mais refuse la dissolution, et Gabriel Attal, qui dit ne plus rien comprendre à Emmanuel Macron, mais continue d'afficher son soutien au gouvernement. On s'y perd. Tout cela est pathétique.
Tout cela sera bien vite, je l'espère, rangé au rang de mauvais souvenirs. La vérité, chers collègues, et j'en terminerai par là, c'est que vous n'échapperez pas au vote des Français. Vous aurez tout fait, tout entrepris, tout sacrifié pour éviter de retourner aux urnes, mais vous y retournerez. Et vous devrez la tête basse et la mine déconfite retourner devant vos électeurs avec le déshonneur de ceux qui, pendant des mois, auront joué la montre. Le Rassemblement national, lui, attend le jour de la dissolution avec une impatience croissante. Nos 140 députés du RN et de l'UDR ont hâte de retourner devant les Français, car ils pourront, eux, regarder leurs électeurs droit dans les yeux, car ils pourront, eux, rendre compte avec fierté de leur action à l'Assemblée nationale, car ils pourront, eux, dire qu'ils ont fait honneur au contrat moral qui les lie à leurs compatriotes, car ils seront, eux, les artisans du grand redressement national au sein d'une majorité claire qui sera rendue à notre pays par son seul souverain, le peuple. Et ce n'est pas à vous que je veux m'adresser maintenant, mais à nos concitoyens. Mes chers compatriotes, ne laissez personne vous dire que nous traversons une crise politique. Ce n'est pas une crise politique, c'est une crise politicienne, une crise de vieux partis fatigués qui n'ont pour seul projet que d'empêcher le Rassemblement national d'arriver au pouvoir. Mes chers compatriotes, ne laissez personne vous dire que nous traversons une crise de régime. Ce n'est pas une crise de régime, c'est la crise d'un régime, celui des partis, et il est en train de prendre fin. Mes chers compatriotes, vous allez demain retourner aux urnes et la nouvelle Assemblée que vous aurez élue pourra alors voter dès son installation une loi spéciale et le nouveau gouvernement présentera ensuite son budget, un budget reflétant les choix politiques exprimés par le vote du peuple français. Et ce sera enfin le retour de la vraie stabilité, pas celle des postes de vieux notables fatigués, s'il vous plaît, mais celle d'un pays et d'un peuple à qui nous aurons enfin redonné confiance et espérance. Dans tous les cas, car c'est en démocratie de loi incontournable, c'est à vous, peuple souverain, que reviendra le dernier mot. Avec toute notre force et notre détermination, nous lui rendrons le pouvoir. Voilà aujourd'hui le seul chemin à prendre, celui de la démocratie. Je vous remercie, Madame Le Pen. Je vous remercie. La parole est à présent à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames les oratrices. Je vous ai écouté attentivement l'une et l'autre et ce qui me frappe le plus, c'est la convocation du peuple comme une convocation d'un peuple imaginaire, comme s'il n'était pas exprimé lors des dernières élections législatives. Et d'ailleurs, on ne peut pas dire que ce gouvernement, Madame Le Pen, a peur du peuple, puisque dans quelques instants, soit l'Assemblée nationale l'aura censuré, soit l'Assemblée nationale l'aura confirmé. On ne peut pas dire que nous avons peur du peuple, Madame la Présidente Le Pen. Vous avez été candidate à l'élection présidentielle en 2017. Vous avez été battue. Vous avez été candidate à l'élection présidentielle en 2022. Vous avez été battue. Il y a eu des élections législatives anticipées que votre famille politique a demandé en réclamant la dissolution. Vous n'avez pas eu la majorité absolue. Et ce que je dis, Madame la Présidente, avec respect, c'est que personne précisément n'a eu de majorité absolue et qu'aujourd'hui se présente devant vous un gouvernement soutenu, et nous le verrons dans quelques instants, ou non, par un socle suffisamment grand de députés pour pouvoir se maintenir ou non.
Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et puisque vous défendez la constitution du général de Gaulle, S'il vous plaît. Vous savez que les membres du gouvernement tiennent aussi leur légitimité du président de la République par sa nomination. Et ça, c'est la constitution de notre pays. Mesdames et messieurs les députés, je ne ferai pas de longs discours. Je pense que tout a été dit lors de la déclaration de politique générale. Ce que je retiens aussi, c'est que notre esprit de compromis, la volonté de faire en sorte que les débats soient ouverts et lieu, sont au fond le meilleur détecteur de la bonne foi ou de la mauvaise foi. Avec l'abandon du 49.3, avec le temps nécessaire pour mener l'ensemble des débats, s'exprimer ici ce matin à cette tribune, en laissant croire à celles et ceux qui nous écoutent que la copie budgétaire telle qu'elle a été déposée est la copie budgétaire définitive, comme si les parlementaires n'avaient pas le loisir, le droit, la capacité de le modifier, de l'amender, de transformer ce texte. S'il vous plaît, mes chers collègues, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, un petit peu respecter le Premier ministre qui est en train de s'exprimer et qui s'adresse à vous des deux côtés, s'il vous plaît. Un peu de silence. Des deux côtés. Ah, attendez, ça suffit. Allez, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, poursuivez. Merci. Merci, Madame la Présidente. On ne peut pas faire comme si, dans le moment de notre procédure budgétaire, il n'y avait pas un texte sur la table qui n'a pas encore démarré sa discussion. Et de cela, vous ne pouvez pas mentir devant les Françaises et les Français en disant « Voici le projet de budget ». Voici ce que nous souhaitons censurer alors que vous avez refusé et que vous êtes en train de refuser de le discuter et de le travailler. La réalité, mesdames et messieurs les députés, soit on rentre dans les débats, soit on rentre une bonne fois pour toutes dans la crise politique. Et de cela, vous devez l'assumer, parlementaires de la France insoumise avec les parlementaires du Rassemblement national, parce que c'est évidemment le moment de vérité. Est-ce que l'on souhaite l'ordre républicain avec des débats qui ont lieu à l'Assemblée nationale ou est-ce qu'on souhaite le désordre? Est-ce que l'on souhaite le ralentissement du pays? Censurer sur un texte avec lequel on n'est pas d'accord, on peut le comprendre. Censurer sur la base de l'absence d'un texte, c'est tout simplement manquer de bon sens. En tout cas, mesdames et messieurs les parlementaires, ces motions de censure ce matin sont assez inédites dans l'histoire de la Ve République parce que ça serait au fond un peu la première fois que l'Assemblée nationale déciderait de se censurer elle-même et de refuser d'entrer dans les débats parlementaires. L'histoire, en tout cas, jugera très durement ces manœuvres politiciennes dans lesquelles on aura confondu au fond la tribune de l'Assemblée nationale avec une tribune publicitaire. L'élection présidentielle viendra. Vous aurez l'occasion de faire campagne. Pour l'instant, ne prenez pas en otage le budget de la nation et le budget de la sécurité sociale. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent à Monsieur Nicolas Metzdorf pour le groupe Ensemble pour la République. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, le général de Gaulle disait « Notre Constitution est à la fois parlementaire et présidentielle, à la mesure que ce que nous commandent à la fois les besoins de notre équilibre et les traits de notre caractère. » Nul ne doute du trait de caractère unique de l'Assemblée nationale qui se tient devant nous aujourd'hui. Bien que profondément divisée, elle n'a jamais eu autant de pouvoir. À ses côtés, désormais un gouvernement réaliste qui souhaite plus que jamais laisser la loi se faire au Parlement, comme l'a clairement rappelé le Premier ministre. Le gouvernement propose et l'Assemblée, enfin, dispose. Il apparaît donc regrettable que la Chambre basse puisse envisager de se dessaisir de ce pouvoir. La censure est un acte grave, fort et solennel qui engage la stabilité de la nation
et qui doit être mis à l'ordre du jour lorsque la situation l'exige. Malheureusement, depuis quelques années, la censure est devenue l'outil indispensable du bon opposant, qui promet à chaque occasion de faire tomber un gouvernement de France comme si la chose pouvait être légère. Depuis 2 ans, cette Assemblée ne renverse plus des gouvernements, elle renverse le sens même de notre engagement politique. Nous avons confondu le contrôle du pouvoir avec la jouissance de l'obstruction. Or, la beauté de notre promesse ne réside pas dans la paralysie de l'État, mais dans l'espoir que nous pouvons susciter chez les Français d'avoir une vie meilleure. Le vrai courage n'est pas de renverser des gouvernements ou de dissoudre des assemblées, mais de réussir à gouverner ensemble malgré tout. La vérité, c'est que la Ve République est aujourd'hui plus affaiblie par son Parlement que par ses gouvernements successifs. À force de tout remettre en cause, scrutin après scrutin, motion après motion, nous prenons le risque d'épuiser non seulement les institutions, mais la confiance en notre pays. Ce n'est pas le gouvernement qui vacille, c'est la parole publique tout entière qui se fragilise. Dans cet hémicycle, chacun peut avoir ses désaccords, ses priorités, ses convictions, mais il est un principe qui nous oblige tous, celui de la continuité de la France. C'est de la solidité de nos institutions que dépend la place et la voix de la France et des Français dans le concert des nations. Quand la France parle, le monde écoute encore, du moins encore un peu. Mais si elle continue de se diviser, le monde ne pourra qu'être sourd à ce qui ne sera désormais plus que les murmures d'une puissance devenue régionale. Quelle ironie de nous voir tomber de par nos propres mains à l'heure où nos ennemis deviennent de plus en plus nombreux. Ce qui a fait la force de notre pays dans l'histoire, c'est la solidité de nos institutions et la responsabilité de nos dirigeants. Aucun agenda politique ni personnel ne saurait suffire à justifier l'ébranlement de la Ve République. Cette stabilité si importante pour la France est d'autant plus recommandable que nous sommes sur de nombreux dossiers dans l'urgence. Mais avant de citer les chiffres alarmants de l'absence de budget, si je peux me permettre une référence qui rappellera de bons souvenirs au Premier ministre, en Nouvelle-Calédonie, le gouvernement local ne peut être démissionnaire moins de 18 mois après avoir été installé. Si cela pouvait inspirer, je serais fier que mon île ait participé à apporter sa pierre à la stabilité de la nation, ce qui, vous en conviendrez, démontre quelque peu la gravité de la situation. Le budget, donc. Les délais d'adoption, vous le savez tous, sont désormais sur un fil et une absence de projet de loi de finances au 1er janvier 2026 aurait des conséquences lourdes estimées à 11 milliards d'euros, soit 0,4 points de déficit. De ces 11 milliards d'euros, 3 milliards sont directement liés à l'hypothèse d'absence de textes financiers pénalisant la croissance, notamment en raison de la baisse de consommation des ménages, selon les chiffres de la Banque de France. Puis 8 milliards d'euros ensuite, simplement en perte de mesures d'économie et de hausse de recettes. 3 milliards au titre de la revalorisation des retraites. 3 milliards de rendements liés au plan niche. 1 milliard au titre de la taxe sur les complémentaires. 1 milliard pour le décalage d'1 mois des mesures nouvelles. Ainsi, à l'heure où nous parlons, l'instabilité nous a déjà coûté 0,2% de notre PIB, selon le gouverneur de la Banque de France, soit l'équivalent du budget annuel du ministère des Affaires étrangères. Dès lors, une seule question. Avons-nous encore les moyens de nos querelles? Je ne le crois pas. Alors évidemment, le Premier ministre l'a lui-même reconnu. Ce budget est perfectible. J'ai envie de dire que c'est normal puisqu'il n'est pas encore passé par les fourches codines de l'Assemblée. À nous de nous en saisir et de trouver les fameux compromis nécessaires. Jamais dans l'histoire de cette République, les parlementaires n'auront exercé une influence aussi importante sur le budget de la nation. D'autant, mes chers collègues, que c'est bien lors de l'examen de ce budget que sera proposé ce que vous aviez tous demandé, en plus de l'arrêt des 49.3, la suspension de la réforme des retraites. Le Premier ministre aura donc répondu aux 2 principales revendications des oppositions qui justifiaient les censures jusqu'à présent. Quel parlementaire pourrait alors envisager de dire à ses concitoyens qu'il ne veut pas discuter du budget? La deuxième urgence de ce gouvernement de mission, et c'est à noter, ce sont les Outre-mer. Un projet de loi concernant la vie chère est prêt. Nos territoires et nos compatriotes en ont besoin tant la situation du pouvoir d'achat
est dramatique. Sans gouvernement, les prix continueront de filer et la population continuera de se paupériser. Toute censure aura un impact négatif concret et rapide sur le quotidien de nos concitoyens ultramarins. Je le répète, mes chers amis, de par-delà les mers, avons-nous les moyens de nos querelles? Je ne le crois toujours pas. Permettez-moi désormais d'avoir un mot particulier pour 2 territoires meurtris. Mayotte d'abord, dont les plaies de Chido sont encore ouvertes. Des engagements ont été pris et il est désormais temps de les respecter dans le budget que nous allons examiner. On ne peut pas se contenter de tweeter lors d'une catastrophe naturelle et ne pas permettre ensuite au gouvernement de prendre les mesures nécessaires au rétablissement d'une situation indigne. Nous avons une promesse républicaine envers ce territoire. Nous ne pouvons pas décevoir ainsi leur amour de la patrie. Enfin, la Nouvelle-Calédonie. Je ne sais plus quoi vous dire, tellement je désespère de pouvoir un jour aboutir à la fin d'un processus commencé il y a 7 ans maintenant avec l'organisation du premier référendum. Nous avons connu trop de campagnes électorales, trop de factures, trop de barricades, trop de vies brisées pour devoir désormais être les otages du jeu national. Nous sommes si près de tourner la page de la violence et de la haine, si près d'en écrire une nouvelle, que je vous demande solennellement d'avoir une pensée pour nous si vous hésitez à voter la censure. Si ce gouvernement tombe, tout espoir de paix s'envole. Combien faut-il de morts pour que la nation se donne le peu de temps nécessaire à achever le processus de paix en Nouvelle-Calédonie? Combien de vies faut-il voir fauchées pour que la politique s'arrête? À nous qu'on demande souvent de nous entendre malgré nos différences, parce que la Nouvelle-Calédonie le mérite, je vous retourne désormais cette requête d'unité nationale. Depuis que l'archipel a pris feu en mai dernier, nous avons connu une nouvelle assemblée et 5 gouvernements différents. Alors je sais que nous sommes loin, particuliers, et que nos voix se noient dans les millions de l'Hexagone. Mais nous aussi, nous sommes la France. Je m'excuse d'évoquer dans cette allocution mon territoire avec tant de gravité, mais je crois, tout en restant humble, qu'il n'y a pas mieux placé qu'un Calédonien pour vous dire, mes chers collègues, que la fracture d'un peuple est un poison qui tue même les pays qu'on pensait indestructibles. Nous avons la possibilité de travailler ensemble ici, de dépasser nos clivages pour sauver la France. Nous l'avons fait trop tard à Nouméa, nous pouvons encore le faire ici à Paris. Je sais qu'il y a les militants, les sondages et le calendrier électoral. Je sais les réseaux sociaux et le microcosme parisien. Mais avant tout, et plus que tout, il y a la France. Que le gouvernement de Sébastien Lecornu puisse tenir le plus longtemps possible, que sa mission réussisse, pour la France, pour toute la France. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent à monsieur Laurent Baumel du groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, en préambule de cette intervention, je veux d'abord vous dire que nous comprenons intimement et parfaitement les sentiments et les raisonnements qui conduisent nos collègues des autres groupes de gauche à vouloir ce matin censurer votre gouvernement. Nous comprenons et partageons l'exaspération engendrée par le spectacle accablant de ce président de la République qui, chagriné des mauvais résultats des élections européennes, a voulu lui aussi jouer à la dissolution, a perdu les élections législatives qu'il avait convoquées et s'est obstiné ensuite à en nier les résultats en ne consentant à nommer que des gouvernements à sa convenance, et ce, même lorsque le prétendu socle commun qui servait de prétexte à cette dénégation démocratique a volé en éclats il y a 10 jours sous le regard médusé du pays. Monsieur le Premier ministre, en préambule de cette intervention, je veux aussi vous dire que notre non-censure d'aujourd'hui n'est évidemment en aucun cas un pacte de non-censure. Nous ne nous engageons à rien, et surtout pas à voter ou laisser passer le budget récessif et injuste que vos ministres nous ont présenté. Nous ne renonçons à rien, et si vous-même ou d'autres ici pouvaient en douter, nous rappelons le précédent de François Bayrou, qui s'était un peu vite bercé d'illusions à notre sujet. Alors, si en dépit de ces rappels, nous faisons néanmoins le choix de ne pas vous censurer dès votre entrée en scène, c'est pour 3 raisons que je veux expliciter ici.
La première tient à notre vision, j'allais dire à notre compréhension de la nature même de cette législature. Cette législature absolument inédite parce que dépourvue de majorité absolue et même relative est la première manifestation du tripartisme qui structure désormais notre période politique. Dès son avènement, les socialistes ont admis et énoncé qu'elle ne pourrait fonctionner que sur la base de compromis substantiels entre les forces qui ont composé le Front républicain de juillet 2024. Dès son avènement, nous avons pris nos distances avec l'illusion d'une possible application intégrale du programme du NFP. Et nous avons conçu le gouvernement que nous avons proposé de former autour de Lucie Castet comme un gouvernement minoritaire appelé à chercher des majorités texte par texte dans l'Assemblée telle qu'elle est. Dans notre vision, cette configuration nouvelle n'est pas d'ailleurs nécessairement une régression. Le système pyramidal, structuré autour d'un président tout-puissant, appuyé sur une majorité pléthorique et docile, n'a pas produit au cours des décennies un bonheur politique et une confiance dans les institutions telles qu'il faille à tout prix nous hâter de retrouver ce paradis perdu. Au moins, notre Assemblée reflète largement le pluralisme réel du pays. À supposer qu'il soit hautement désirable, donc, le retour à la normalité de la Ve République ne serait pas en outre garanti par un retour actuel aux urnes, qu'il prenne la forme d'une dissolution ou d'un départ du président. Les Françaises et les Français ne le demandent pas forcément. À travers nos échanges hebdomadaires avec eux, nous sentons qu'il existe une base sociale dans le pays pour accueillir avec soulagement et peut-être même soutenir demain une expérience institutionnelle novatrice qui parviendrait à concilier le pluralisme et la stabilité, la confrontation naturelle des orientations avec la capacité d'agir que ce pays éminemment politique continue d'attendre de son État. Une expérience qui nous sortirait de l'image déprimante d'un pays bloqué par la somme de ses intransigeances. La seconde raison de notre non-censure tient à notre conception de l'action politique, celle qui a fondé historiquement l'identité du socialisme démocratique et l'a distingué des mouvements révolutionnaires ou gauchistes. Depuis toujours, nous préférons nous battre ici et maintenant pour obtenir des avancées concrètes dans le cadre des institutions pour celles et ceux que nous défendons, plutôt que de travailler sans cesse à approfondir des contradictions et des crises, censées faire advenir des grands soirs sans cesse différés et souvent décevants. Dans le moment présent, et même si, je le répète, nous partageons l'exaspération devant l'attitude présidentielle, nous ne sommes pas convaincus que faire tomber à la chaîne tous les gouvernements qui passent pour précipiter une élection présidentielle à l'issue incertaine soit le meilleur service que la gauche puisse rendre aux couches populaires qui ont besoin d'elle. Forts de nos 69 députés, nous préférons exercer des rapports de force, agir dans l'hémicycle, pour essayer d'inscrire dans le droit positif les propositions politiques issues de notre programme commun. Nous croyons à la nécessité et à la valeur du compromis. Nous voulons des avancées concrètes pour les gens. Et la troisième raison, Monsieur le Premier ministre, pour laquelle nous faisons le choix de ne pas vous censurer au lendemain de votre déclaration, est que vous avez, à travers l'annonce de la suspension immédiate et complète de la réforme des retraites que nous vous demandions publiquement, fait une concession réelle qui est aussi une avancée réelle. Une concession réelle. Oui, nous connaissons l'attachement quasi obsessionnel du président de la République et de vos amis pour ce totem du bilan macroniste. Nous nous souvenons de la façon dont les outils de la coercition et de l'obstruction parlementaire ont été mobilisés pour l'imposer et le maintenir coûte que coûte face à une Assemblée et un pays récalcitrant. Une avancée réelle. On peut ici ou là ergoter, minorer, dévoiler notre supposée naïveté. Nous sommes fiers d'avoir exercé cette pression, ce rapport de force qui permettra demain à 3,5 millions de personnes usées ou fatiguées par une vie de travail de partir plus tôt, si elles le souhaitent, à la retraite. Mais je termine, Monsieur le Premier ministre, je termine par là où j'ai commencé. Pour la première fois de cette législature, vos amis et vous-même semblez comprendre que la pérennité de cette législature a un prix. À la différence de votre prédécesseur, vous semblez vouloir nous épargner les leçons de morale ou d'économie pour nous traiter comme on traite ses opposants en l'absence de majorité. En ne joignant pas ce matin nos voix à la censure, nous faisons le pari que vous continuerez à le comprendre dans le débat budgétaire qui vient. Sur la suspension des retraites, je vous le dis solennellement ce matin, il n'y aura pas d'entourloupe ou de ruse procédurale. Vous êtes le garant qu'à la fin du processus,
la suspension devienne une réalité juridique. La pérennité même de votre gouvernement est désormais liée à cet engagement pris à cette tribune devant des millions de Français. Monsieur le Premier ministre, vous avez renoncé au 49.3. C'est un progrès démocratique qui permettra aux majorités parlementaires de corriger votre copie. Chacun sera mis devant ses responsabilités et assumera ici les classes sociales et les intérêts qu'il défend. C'est infiniment mieux qu'un budget imposé par ordonnance. Mais ce geste, Monsieur le Premier ministre, ne vous exonère pas de votre responsabilité de faire de nouvelles concessions sur la trajectoire financière, sur la justice sociale, sur le pouvoir d'achat, si vous voulez, si nous voulons que la France ait un budget et un gouvernement à la fin de cette année. Monsieur Retailleau vous accusera peut-être d'être notre otage, ce n'est pas notre sujet. Nous demandons simplement que les idées validées par un tiers des Français lors des élections législatives trouvent leur place légitime dans le budget de la nation. Monsieur le Premier ministre, je conclus. Nous faisons le pari qu'une forme d'intelligence politique collective peut peut-être encore émerger du bourbier créé par l'apprenti sorcier de l'Élysée. Un automne parlementaire ne suffira pas à recréer l'amour des Français pour leurs institutions, mais nous pouvons commencer à leur redonner du crédit. Nous pouvons agir pour éloigner le pire, les souffrances, les malheurs, les désordres, les salissures de notre République auxquels notre échec collectif pourrait désormais rapidement nous conduire. Voyez donc, Monsieur le Premier ministre, cette non-censure comme un sursis et comme un appel au sursaut. En ce mois d'octobre 2025, les Français nous regardent, vous regardent, ne les décevez pas. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à présent à Monsieur Jean-Didier Berger pour le groupe Droite républicaine. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous éprouvons ensemble l'expression d'un hiatus démocratique inédit. Il y a 15 mois, chacun d'entre nous a gagné dans sa circonscription. Nous avons tous gagné. Et pourtant, ici, désormais, personne n'est vraiment vainqueur puisqu'il n'y a pas de majorité claire. Ainsi, par leur suffrage, les Français ont-ils confié entre nos mains une responsabilité démocratique supplémentaire, celle de nous mettre d'accord et de sortir des postures politiciennes, celle de faire preuve d'humilité et de créativité pour sortir des impasses politiques. Le vote des Français a retiré du pouvoir à l'exécutif. Vous en avez pris acte, Monsieur le Premier ministre, en renonçant expressément à l'utilisation du 49.3 à l'occasion de l'examen du budget de la Nation. Davantage de pouvoir est donc désormais entre nos mains. Cette responsabilité nous oblige. Bien sûr, en chacun des députés ici présents résonnent ses engagements, ses convictions, ses idées. Chacun voudrait appliquer son programme à la lettre. Mais il n'y aura pas de solution chimiquement pure jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Mais si tel est le cas, c'est parce que nous constituons l'Assemblée qui est probablement la plus représentative et la plus démocratique de toute la Ve République. Beaucoup d'autres pays européens connaissent cette situation. Beaucoup d'autres pays européens réussissent. L'échec n'est pas une fatalité. Cette situation nous donne même, à toutes et à tous, une liberté d'action énorme. Une liberté d'action qui engage chacune et chacun d'entre nous. Une liberté d'action qui, aujourd'hui, à l'occasion d'un vote aussi décisif, peut faire basculer le destin d'une nation. Et lorsque le vote est aussi important, lorsque la liberté d'action est aussi importante, elle doit s'exercer en dehors de toute considération personnelle ou partisane. Plus l'enjeu est impérieux, moins le mandat doit être impératif. Face à l'impasse de la dissolution, la droite républicaine a assumé l'intégralité de ses responsabilités. Nous avons choisi d'envoyer l'un des nôtres pour être Premier ministre, avec Michel Barnier. Nous avons soutenu un autre Premier ministre qui n'était pourtant pas issu de notre formation politique, avec qui nous n'avions pas une histoire d'amour très évidente, et pourtant nous l'avons fait pour éviter les conséquences qui pouvaient se reproduire à l'issue de la première censure, des conséquences qui créaient beaucoup d'incertitudes pour le pays.
Il nous est aujourd'hui demandé de nous prononcer à nouveau sur l'opportunité d'une nouvelle censure. Bien sûr, il y a avec ce gouvernement, Monsieur le Premier ministre, vous le savez, des points de désaccord importants, des points de désaccord budgétaires importants. Le Haut Conseil des finances publiques l'a dit, 2025 commence à marquer le début de la réduction des déficits. Mais cette réduction des déficits se fait 100% par l'impôt et 0% par la baisse de la dépense publique. Comment est-ce possible dans le pays le plus taxé du monde, dans le pays qui dépense le plus? S'il y avait une majorité et une opposition, comme c'est traditionnellement le cas ici à l'Assemblée nationale, nous serions probablement dans l'opposition et nous voterions probablement contre ce projet de budget. Mais voilà, il n'y a pas de majorité. Et si, sans responsabilité, il ne reste plus que des oppositions, alors nous serons dans le néant budgétaire. En moins de 2 ans, la France a connu 5 premiers ministres, nous rappelant ainsi les heures les plus sombres de la 4e République. Le général de Gaulle et Michel Debré ont précisément conçu nos institutions et notre Constitution comme un rempart face à cette instabilité, un rempart qui permet à la France d'avoir une stabilité qui lui confère sa solidité. Des institutions qui garantissent que l'intérêt supérieur de la nation passe avant tous les intérêts partisans. C'est précisément en considération de l'intérêt national que les députés de la droite républicaine ont aujourd'hui décidé de ne pas censurer ce gouvernement. Pas seulement parce que les Français sont très majoritairement opposés à cette censure, mais parce qu'il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation. C'est l'intérêt national qui commande aujourd'hui, mes chers collègues, de trouver les voies et moyens d'un accord pour doter la France d'un budget avant la fin de l'année. C'est l'intérêt national qui nous enjoint d'honorer les engagements de la France pris auprès des instances de l'Union européenne. C'est encore l'intérêt national qui ordonne de comprendre que sous le regard attentif et circonspect des marchés financiers, c'est la crédibilité de la signature de la France qui est en jeu. Parmi les censeurs ici présents aujourd'hui, qui ira payer les traites exorbitantes des Français? Qui le fera? Parmi les censeurs ici aujourd'hui présents, qui ira consoler ceux qui auront perdu leur emploi, les emplois qui seront supprimés et ceux qui ne seront pas créés en raison de l'insuffisance de visibilité des entrepreneurs et des investisseurs? S'il vous plaît. Parmi vous, mesdames et messieurs les censeurs, ira expliquer aux usagers des services publics que ces derniers ont été supprimés ou amoindris par les villes, par les départements, par les régions, par votre faute, parce que vous avez créé les conditions de l'instabilité. Aucun d'entre vous n'aura ce courage, aucun n'ira le faire, aucun n'ira expliquer que vous avez choisi la politique de la terre brûlée, celle sur laquelle rien ne repose et que vous l'aurez fait au détriment de l'intérêt des Français. Vous n'aurez pas ce courage. Choisir, comme vous le faites, l'intransigeance idéologique, c'est bien confortable pour vous. Nous ne ferons pas ce choix. Et pourtant, Monsieur le Premier ministre, ne pensez pas que nous ne serons pas attentifs et vigilants à chacune de vos décisions. Ne pensez pas, en l'occurrence, que nous pourrons accepter tout et n'importe quoi s'agissant de la réforme des retraites. Vous savez, nous savons tous, y compris ceux qui aujourd'hui s'apprêtent à censurer, ceux qui aujourd'hui demandent même l'abrogation de la réforme des retraites, que cette réforme était non seulement nécessaire, mais qu'elle était insuffisante. Et que nous serons, nous les élus responsables, obligés d'y revenir en 2027, obligés de proposer de nouvelles solutions pour tenir compte de la réalité démographique. Tous les autres pays européens, quelles qu'en soient les majorités politiques, le font. Tous les autres pays européens constatent